bâtard! Salut les gars, c'est Daikel et bienvenue dans cette nouvelle saison de Grey où, comme à notre habitude, on va tenter de réhabiliter des œuvres qui ont été un petit peu écorchées lors de leur sortie. Et aujourd'hui, on va parler d'un film que presque personne n'a vu et réalisé par l'insupportable, mais néanmoins talentueux, Nicolas Winding Refn. Et je dois dire que ça va être plutôt cool. Bon alors vous commencez à connaître la formule, dans un premier temps je vais devoir raconter l'histoire dans ses moindres détails pour ensuite attaquer la partie analyse. Donc désolé pour les spoils, on y va. Le film raconte l'histoire d'Harry Kane, un vigile de centre commercial en quête de l'assassin de sa femme, tué sans raison apparente aux côtés d'un agent de la DEA dans le parking du mall où il travaille. Depuis cet événement, Harry passe le plus clair de son temps à éplucher les vidéos de surveillance que lui fournit un autre agent de sécurité en quête d'un indice ou d'un visage récurrent. Bon, ça a tendance à le rendre un petit peu paranoïaque à tel point qu'il est sujet à de nombreuses visions et flashbacks, dont un particulièrement récurrent où sa femme se dirige vers la maison en face de la leur. Un soir, alors qu'il délire peinard chez lui, il est convoqué par des agents du FBI qui lui annoncent avoir du nouveau sur l'affaire. D'abord émettant l'hypothèse que Claire, sa femme, aurait pu avoir un amant, il montre à Harry une photo du coupable prise sur une bande de vidéosurveillance. Suite à ça, Harry se rend chez son ami qui lui fournit les cassettes, et ce dernier lui remet celle du soir du meurtre. Hésitant, il finit par les regarder, mais n'apprend rien de nouveau. Par contre, il devient de plus en plus obsédé par la maison d'en face qui hante ses visions. Persuadé qu'elle pourra avoir un lien avec l'affaire, Harry appelle son agent immobilier, qui lui révèle qu'elle est louée par une entreprise, puis décide d'aller enquêter sur place lui-même. Il force alors la porte d'entrée et explore un petit peu la maison. Bon, elle semble inhabitée depuis un petit moment, mais il découvre tout de même des négatifs de photographie posés sur le sol, quand soudain... Tiens, un doppelganger. Super original. Bon, il fait développer les négatifs et découvre les photos d'une femme et son enfant, ainsi qu'une indication de lieu, Morristown dans le Montana, ville où il a passé ses dernières vacances avec sa femme. Il se rend donc dans un hôtel de la ville et réclame spécifiquement la chambre 305. Oh, and Mr. Kane, we provide all sorts of entertainment here. Toutes sortes de services, hein. Des pizzas à l'ananas, des statues de cire de Viggo Mortensen, le premier numéro jamais publié de TéléZ, un bon film de Michael Mann, des putes. En cherchant des personnes qui pourraient connaître la femme de la photo, il se fait repérer par un policier qui semble trouver sa louche. Ce dernier prend ses informations, mais Harry lui donne un faux numéro de chambre, juste au cas où. So where are you staying? McLaren. Room? 503. Suite à cette scène, le flic prévient Peter, le mari de la femme sur la photo, lui aussi policier. Mais dans une petite ville, les nouvelles vont vite, et elle apprend qu'un étranger la recherche. How would I know? Maybe you know his wife. Kate, how could you say that? How could you even think it? De son côté, entre deux hallucinations, Harry reçoit la visite de la coupe d'un charpentier. Non, c'est une prostituée. Non, c'est une prostituée. Je le savais. Elle lui fait des avances, mais il décline. En parallèle, on apprend que Peter fait partie d'une cellule secrète de policiers luttant contre la corruption, et que Claire, la femme d'Harry, n'était qu'une victime collatérale, la véritable cible étant l'agent de la DEA. What you did was right, Peter. He was a corrupt cop. Évidemment, Peter vit très mal l'angoisse d'être démasqué, et son supérieur lui demande de régler le problème. Il décide donc d'appeler Harry. I'm in room 503. Why don't we meet up here? Harry se rend donc dans la chambre 503 pensant rencontrer Kate, mais se trouve confronté à Peter qui lui promet de lui présenter une fois qu'il sera sûr de ses intentions. Mais alors qu'il se rend à sa voiture, Harry lui demande Do you know my wife? Il prend conscience que Peter est sûrement l'assassin de sa femme, mais ce dernier lui tire dessus, et Harry n'a d'autre choix que de se réfugier dans l'ascenseur. Pris d'une rage incontrôlable, alors ça c'est un petit peu le plan signature de Refn, une manière très subtile de montrer au spectateur le dilemme intérieur qui entraîne vivre son personnage. Donc, pris d'une rage incontrôlable, il décide plutôt que de s'enfuir, de retourner au 5e étage affronter Peter, et plonge dans les abysses. S'ensuit une séquence psychédélique d'1 minute dans le pur style 2001 l'Odyssée de l'espace, et que je vous laisse apprécier.
De retour à la réalité après cette étrange ellipse, Harry est à l'hôpital et avoue à 2 policiers avoir tué Peter. Cependant, le flic du diner fait irruption et annonce que l'hôtel a été passé au peigne fin, mais qu'aucun cadavre n'a été trouvé. We did an extensive search of the hotel. And there was no evidence of any crime. Puis il se retire discuter avec un personnage hors champ, leur dialogue restant inaudible pour le spectateur. Apprenant cela et se pensant devenu fou, Harry fond en larmes. Il est finalement raccompagné à sa voiture et se débarrasse de ses fiches, l'ultime symbole d'une enquête qui ne connaîtra jamais de dénouement. Ok, ça fait un petit peu léger comme twist vu comme ça. Je suis sûr qu'il y a plein de choses à dire, mais d'abord on va débroussailler tout ça. Donc Fear X, aussi connu sous le nom de Inside Job, est le 3e film de Nicolas Winding Refn, réalisateur danois dont la cote de popularité a explosé suite au succès public et critique de Drive en 2011, son 8e long métrage. Mais vous imaginez attendre 8 films avant de connaître un véritable succès international, alors qu'on en est au 9e épisode de Grey ? Incroyable. Bon, je parle de reconnaissance internationale, mais Refn avait déjà rencontré le succès dans son pays natal grâce à Pusher, un premier long métrage sorti en 1996 et qui dépeignait de façon réaliste la pègre de Copenhague. Tourné caméra à l'épaule, la mise en scène se voulait proche du documentaire et prenait à contre-pied la tendance de l'époque qui véhiculait une image beaucoup plus romantique de la figure du gangster. En 1996, les derniers grands films de gangsters, c'est Casino, Pulp Fiction, L'Impasse ou encore King of New York. Bref, que des films très stylisés, aussi bien formellement que dans leur narration. Je vous laisse donc imaginer l'impact qu'un film comme Pusher a pu avoir à sa sortie, revenant à une forme plus viscérale s'inscrivant dans une démarche proche de celle de Friedkin sur French Connection. Au passage, le film a permis de révéler Mads Mikkelsen, qui est devenu une star aujourd'hui et qu'on a vu depuis dans une ribambelle de blockbusters. A noter que Pusher a eu le droit non pas un, mais 2 remakes. Tout d'abord un remake britannique produit par Refn sorti en 2012, et plus surprenant, un remake indien datant de 2011. Donc, fort du succès de son premier film, le cinéaste sort 3 ans plus tard Bleeder, qui prend place encore une fois à Copenhague et possède un casting quasi identique à celui de Pusher. La direction artistique très documentaire reste dans son sillage, mais on sent que Refn tend vers une mise en scène plus stylisée. Plus d'attention est apportée à la composition des plans, et la narration se complexifie, introduisant encore plus de personnages et faisant usage du récit choral. Bon alors le film cartonne un petit peu moins que Pusher, mais est assez rentable pour donner l'envie à Refn de passer à l'étape suivante, le marché international. Aujourd'hui, les productions danoises possèdent un certain rayonnement à l'international, une popularité qu'on doit en partie au succès de Millennium, mais aussi avant cela au mouvement cinématographique du Dogme 95. Mais bon, à l'époque de Pusher et de Bleeder, il est encore difficile d'exporter un film danois hors de sa contrée. Alors juste pour ceux qui ne connaîtraient pas le Dogme 95, c'était un mouvement cinématographique où les réalisateurs s'imposaient un certain nombre de contraintes afin de coller le plus possible au réel. Utilisation de musique uniquement intradiégétique, mouvement de caméra ne pouvant être fait qu'à la main, obligation de tourner avec les sources de lumière disponibles sur place, et attention, la meilleure de toutes, interdiction de se créditer au générique, car l'artiste doit s'effacer au profit de la représentation du réel. Tiens, c'est marrant ça, parce que c'est exactement le genre de truc que dirait un artiste. Le mouvement fut créé en 1995 par Lars von Trier et Thomas Winterberg, dont le film Festen est sûrement l'un des plus fiers représentants. Fait amusant, selon Mads Mikkelsen, Pusher a d'une façon ou d'une autre inspiré le Dogme, ce que réfute totalement Lars von Trier, mais explique la rivalité qu'il entretient avec Refn. He's a Nazi. I presume he likes pornography now, so he's getting older. I don't want to go see a really long porno movie. Mais on digresse. Donc pour faire un film qui fonctionnerait à l'international, il fallait trouver des financements et tourner en dehors du Danemark, de préférence en langue anglaise. Né donc de cette démarche, Fear X produit avec des fonds danois, britanniques et canadiens. Et quitte à voir les choses en grand, Refn a décidé de bien s'entourer et change complètement d'équipe par rapport à Pusher et Bleeder. Au scénario, il engage Hubert Selby Jr., le célèbre romancier trash auteur de Last Exit to Brooklyn et Requiem for a Dream, avec qui il coécrit le script du film. Pour la musique, il fait appel aux compétences de Peter Schwalm, mais surtout de Brian Eno, pionnier de la musique ambiante dont la plus grande œuvre à ce jour reste probablement le jingle d'ouverture de Windows 95. À la photographie, il embauche Larry Smith, chef opérateur de Kubrick, rien que ça. Et enfin, côté casting, on retrouve Deborah Kara-Unger que l'on a pu voir dans Crash de Cronenberg et The Game de David Fincher, James Remar qui tenait l'un des rôles principaux dans The Warriors de Walter Hill, et John Turturro, acteur fétiche de Spike Lee, Enculé de raciste. et des frères Cohen. Sioniste. Bref, de quoi faire rapidement grimper l'addition. Et justement, Fear X a coûté 6,6 millions de dollars, ce qui est complètement faramineux pour un film de ce genre, surtout que ça se voit pas trop à l'écran. Pour vous donner un exemple, Only God Forgives, que Refn a tourné 10 ans plus tard, a coûté 2 millions de dollars de moins.
Le réalisateur a de nombreuses fois exprimé son mécontentement vis-à-vis du casting, non pas qu'il ait eu des problèmes avec les acteurs, mais plutôt qu'ils lui ont été imposés par les producteurs qui espéraient ainsi mieux vendre le film. Ironiquement, c'est ce qui a fait monter le budget et probablement provoqué son échec au box-office. Il n'a même pas rapporté sa mise de départ et a coulé la boîte de Refn, l'obligeant à faire Pusher 2 et 3 pour éponger une dette de plus d'1 million d'euros. Le pire, c'est que si Fear X est le plus gros four qu'ait dû essuyer Refn au cours de sa carrière, c'est aussi le premier de ses films à être sorti en salle chez nous. Pusher n'est sorti sur nos écrans qu'en 2006 et Bleeder en 2016, presque 20 ans après sa sortie initiale. Le film s'est tellement mangé qu'aujourd'hui encore le cinéaste tire la gueule si on a le malheur de lui en parler en interview. Mais mérite-t-il vraiment ce désamour ? Refn est aujourd'hui au sommet de sa popularité, et pourtant Fear X n'a jamais été ni réhabilité, ni réédité en DVD depuis sa sortie en 2005. Bon, en soi, le film est loin d'être parfait, son rythme est plutôt lent, et on sent que le réalisateur se cherche encore en termes de mise en scène. Il abuse un peu trop des travelling afin de créer de la tension là où il n'y en a pas, et il lui manque surtout une véritable progression dramatique pour marquer durablement le spectateur. Et pourtant, si on y regarde de plus près, il y a dans Fear X l'essentiel de ses films à venir. Tout d'abord d'un point de vue plastique. La photographie est froide, les cadres géométriques, pas de doute on retrouve la patte que le cinéaste approfondira sur Bronson 5 ans plus tard, favorisant parfois l'esthétique au détriment du récit. D'ailleurs, le cadre de l'hôtel avec ses tapisseries et son éclairage tamisé est repris presque tel quel dans Only God Forgives, tandis que Drive hérite lui d'une séquence dans un ascenseur, symboliquement proche de celle de Fear X. On notera aussi que l'utilisation de néon rouge est encore plus exploitée que dans ses précédents films, où il servait avant tout à dépeindre les bas-fonds de la ville et les bordels. Alors fun fact, malgré l'utilisation de ces lumières très vives qui rappellent inévitablement le cinéma de Dario Argento ou de Kenneth Anger, eh bien le petit Nicolas est daltonien. En gros, c'est un petit peu comme si quelqu'un qui avait perdu le sens du goût préparait le dîner. Dégueulasse. Mais si la lumière possède une place importante dans le cinéma de Refn, l'absence de lumière aussi, puisqu'elle symbolise le néant et sert souvent à isoler les personnages. Le cinéaste l'avait déjà utilisé furtivement dans le générique de Pusher, mais c'est surtout dans Bronson et The Neon Demon qu'on retrouvera ce procédé. Pour finir, thématiquement, Harry possède tout de l'anti-héros refnien. En proie à une crise existentielle, il est caractérisé par son apathie et son mutisme, comme Driver, One Eye ou encore une fois Julian. J'aime torturer, j'aime torturer, j'aime torturer, j'aime torturer, j'aime torturer, j'aime torturer, j'aime torturer. Bref, même si Refn renie un petit peu Fear X aujourd'hui, il contenait déjà tous les ingrédients qui constituent sa recette actuelle. Le seul souci, c'est qu'il avait encore un peu de mal à s'émanciper de ses influences. On le sait, Refn est un cinéphile, et il n'est pas rare de voir son cinéma citer ouvertement les œuvres de ses aînés. Ça peut aller du simple hommage comme les références à Blow Up d'Antonioni, à une proximité scénaristique et thématique un peu trop évidente. Prenez par exemple le lieu principal de l'intrigue, l'hôtel. Bon, c'est un lieu plutôt banal à première vue, et pourtant, la façon dont il est utilisé m'évoque obligatoirement 3 films, et pas n'importe lesquels. Tout d'abord, The Shining. Entre les tapisseries chargées, les choix de cadrage géométriques et les travelling renforçant la perspective, Refn cite ouvertement l'Overlook Hotel. Ensuite, Barton Fink des frères Coen. Alors les deux films partagent le même acteur principal, et une fois encore, l'hôtel occupe une place prépondérante dans le récit, puisqu'il représente l'enfer du personnage de John Turturro. Et pour finir, Lost Highway de David Lynch, dont le climax prenait place cette fois-ci dans un motel, lieu central de l'intrigue qui racontait l'histoire d'un homme accusé pour avoir assassiné sa femme. Évidemment, on trouve plein de similitudes, qu'elles soient thématiques, bas, symboliques, laids ou encore graphiques. Couille! Et justement, cette proximité avec le cinéma de Lynch est un des reproches qui a été fait à Fear X. Il faut bien se rendre compte que début 2000 a vu sortir une ribambelle de métrages surfant sur le succès de Lost Highway et Mulholland Drive. Le terme lynchien est même devenu complètement galvaudé à force d'être utilisé à tort et à travers. Par exemple, le cinéma de Richard Kelly est souvent qualifié de lynchien. Alors qu'en vrai, c'est juste de la SF. La force du cinéma de David Lynch, c'est que ses expérimentations ont pour but de repousser les limites du médium cinématographique. Il s'affranchit des codes de la narration pour ainsi revenir à un cinéma pur et sensitif où l'émotion suffit à raconter une histoire. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que beaucoup de suiveurs n'ont pas compris ça et sont de simples films à twist où la trame a été artificiellement complexifiée afin de les rendre labyrinthiques. Mais dans tout ce marasme, je trouve que Fear X mérite un petit peu mieux qu'une étiquette de sous-David Lynch. Évidemment, il n'échappe pas à certains clichés. On a un personnage principal au bord de la folie, des scènes introspectives et très peu de dialogue. En revanche, sa direction artistique est inattaquable et surtout il a sa propre manière de raconter les histoires. Et quand je dis les histoires, c'est parce que selon moi, il en raconte plusieurs en même temps, comme si elles étaient superposées. Là où Mulholland Drive prenait une histoire plutôt simple, qu'il déconstruisait dans ses 2 premiers actes avant de donner la clé de décryptage dans le 3e, Fear X se révèle un peu moins didactique et raconte ses histoires sur plusieurs niveaux.
C'est pour ça que le twist final ressemble un peu à un pétard mouillé et que beaucoup de gens ont trouvé que le film n'avait pas de fin. Refn ne nous offre pas de révélation qui changerait toute notre perception des événements. Et si on veut saisir les subtilités de l'histoire, on n'a pas d'autre choix que de mettre les mains dans le cambouis et de faire travailler nos méninges pendant l'intégralité du film. On a donc une première histoire, celle de Peter qui en mission secrète pour le compte d'une cellule anticorruption tue malencontreusement la femme d'Harry ainsi que sa cible, un agent de la DEA. Harry finit par remonter sa piste et le tue dans une folie vengeresse. S'apercevant qu'il pourrait être démasqué, les policiers de la cellule anticorruption camouflent le meurtre commis par Harry et lui font croire que cette rencontre était le fruit de son imagination. Mais un étrange personnage reste hors champ tout le long de la séquence et semble nous confirmer que quelqu'un de haut placé tire les ficelles. Après avoir été raccompagné à sa voiture, Harry jette toutes ses fiches car sa quête n'a plus d'intérêt. Qu'il ait tué l'assassin ou non, il sait qu'il ne pourra jamais obtenir la réponse à sa question. Pourquoi ? Alors voilà, ça c'est l'histoire au premier degré quand on se refuse à toute interprétation psychanalytique. C'est simple, efficace. Par contre, quand on aime bien la branlette, il y a l'autre version des faits, celle de la quête impossible de Harry. Alors je vous préviens, ça risque d'être un petit peu bordélique, j'ai donc décidé de vous présenter tous les concepts, les uns à la suite des autres. On y va. C'est le terreau de l'histoire, Harry est incapable de faire le deuil de sa femme. Les visions, dont on ne sait pas trop si elles sont des rêves ou des flashbacks, sont les conséquences de son refoulement et vont entretenir sa folie. What happened to you was a terrible thing, but, you know, you've gotta... Am I making any sense? Tired, that's all. Si on analyse ce plan qui arrive dans le film juste avant qu'Harry parte pour le Montana, on a toutes les informations nécessaires à la compréhension de son état d'esprit. La première chose que l'on remarque, c'est ce panneau exit sur la gauche de l'écran, et qui symbolise son refus d'abandonner sa quête. Alors qu'il pourrait prendre la sortie et oublier sa femme, il préfère la suivre dans l'ascenseur qui les emmène dans les abysses. Les abysses font partie de l'espace mental de Harry. Elles représentent l'inconnu, cette fameuse peur X. S'il se retrouve régulièrement confronté à elle dans ses visions, c'est parce qu'elles incarnent son ignorance et son impuissance. On le voit à 3 reprises dans le film. Il est toujours associé aux abysses et il semble représenter plusieurs choses à la fois. Évidemment, il évoque un fœtus, ce qui n'est pas anodin si l'on rappelle que Claire était enceinte lors de son assassinat. Mais il pourrait aussi représenter la colère d'Harry, une colère d'abord sans visage, qui prend progressivement les traits de Peter au fur et à mesure qu'il se rapproche du but. Alors ça, c'est le concept le plus proche de Lost Highway. On peut voir une partie du film comme une fugue psychologique, c'est-à-dire que l'histoire est inventée inconsciemment par Harry afin de répondre à sa question pourquoi et ainsi soulager ses névroses. Avez-vous remarqué que cette histoire de flic corrompu a l'air montée de toutes pièces et que les indices que trouve Harry tombent littéralement du ciel ? Entre la maison où aurait séjourné le tueur située juste en face de la sienne, les négatifs d'une photo de famille négligemment posée sur le sol et le fait que Peter vient de la ville où Harry et Claire ont passé leurs dernières vacances, ça fait un paquet de coïncidences. Quand j'ai vu le film pour la première fois, j'ai d'abord cru qu'il était mal écrit, ce qui serait pas complètement déconnant venant de la part de Refn. Mais une scène en particulier nous suggère que tous ces indices sont façonnés par l'esprit de Harry. Cette scène clé, c'est celle où il se rend dans un hôtel, déjà ça devrait vous rappeler quelque chose, afin de rencontrer les agents du FBI. Toute l'enquête de Harry sera articulée autour des hypothèses émises par ces agents. Did you two get along, you and your wife? Her name is Claire. Yeah, Well, maybe you can tell me what she was doing in the parking lot that late. she was coming to meet me. You certain about that? Harry, didn't you and Claire take a trip a little while ago? Yes. Maybe she met him then. Notez bien la présence du miroir et la façon dont Harry se reflète dedans à chaque plan. C'est très important. Il n'est pas là par hasard, mais il symbolise la dualité du personnage et nous prouve que cette séquence pourrait être le point de départ de sa fugue psychologique. Pour appuyer mon propos, voici un autre élément de mise en scène particulièrement intriguant, l'utilisation du flou dans la deuxième partie du film. À partir du Montana, Refn commence certains plans complètement flous avant de faire la mise au point sans aucune véritable explication. J'y vois personnellement une façon de souligner que l'histoire est en pleine construction, floue, puis nette, au fur et à mesure que l'esprit de Harry la met en place. Une autre expression de la dualité est la fameuse scène où Harry fouille la maison et qu'un homme sonne à la porte. Bien qu'on a du mal à distinguer, la silhouette ressemble à la sienne et porte un manteau proche de celui qu'il possède plus loin dans le film. Ma théorie, c'est qu'il est possible que le Harry dans la maison qui trouve la photo soit le Harry fantasmé et que le Harry à l'extérieur soit le véritable Harry, venu toquer pour vérifier si quelqu'un habitait là, puis reparti voyant que personne ne venait lui ouvrir. Alors qu'il n'est jamais prouvé, l'adultère semble au centre du récit et évoqué à 3 reprises. Tout d'abord, les agents du FBI émettent l'hypothèse que Claire aurait pu avoir un amant, ce que Harry rejette en bloc. Et ensuite, c'est Kate qui sous-entend que Peter aurait pu avoir une relation avec la femme d'Harry. How would I know? Maybe you know his wife. Mais cette possibilité est encore une fois balayée bien vite.
Pour finir, dans une dernière scène plutôt anecdotique, on nous montre une prostituée faisant irruption dans la chambre d'Harry. Mais alors qu'elle essaye de franchir la limite, ce dernier refuse ses avances, affirmant qu'il est marié. Are you sure you're not alone? Si l'on considère que toute cette histoire est le fruit de son esprit, on peut légitimement penser que ces scènes traduisent une certaine obsession de sa part. Trompait-il sa femme? Ou peut-être était-ce elle qui le trompait? Et si Harry n'était pas si innocent? Une fois le personnage de Peter complètement modelé par Harry et désigné comme coupable idéal, il décide de l'affronter. Le combat n'est pas montré à l'écran mais se déroule dans les abysses, nous confirmant que Peter est bien une construction mentale de son esprit. Cette confrontation provoque une séquence de bouillonnement où l'écran semble se déchirer, symbolisant aussi bien la libération de la colère de Harry que l'effondrement de son fantasme. Prenant conscience de l'impossibilité de sa quête et de la folie à laquelle cette dernière l'a mené, Harry se libère de son obsession en se débarrassant de ses fiches, car il comprend qu'il n'obtiendra jamais de réponse à ses questions. Ok, donc si je résume bien, toute la deuxième moitié du film est un fantasme de Harry visant à étancher sa soif de vérité et à mettre un visage sur l'assassin de sa femme. En vain. Eh ben, pas mal hein? Mais je suis sûr qu'on peut aller encore plus loin. Il y a quelque chose de déroutant dans la manière dont écrit le personnage de Harry. Une certaine culpabilité semble constamment se dégager de ses actes. On peut penser que cette culpabilité est due au fait qu'il n'ait pu sauver sa femme ou retrouver le meurtrier. Mais et si ça allait encore plus loin et qu'il se sentait coupable d'autre chose? Ma théorie est qu'il projette sa propre culpabilité dans le personnage de Peter avec qui il entretient de nombreuses similitudes. Peter est en quelque sorte le miroir de Harry. Tout d'abord, il possède une morphologie similaire, travaillent tous les deux dans la sécurité, montrent des signes de paranoïa évidents et ont une cellule familiale quasiment identique. Même Claire et Kate partagent d'étranges ressemblances. Tout d'abord, les deux femmes sont blondes, certaines de leurs scènes respectives se font écho, et surtout, si Kate a déjà un enfant, eh bien Claire en attendait un. Pour finir, le symbole le plus évident de ce lien entre les deux personnages est bien évidemment le numéro de leur chambre d'hôtel, 305 pour Harry et 503 pour Peter. Selon moi, et ça n'engage que moi, Harry a tué sa femme et projette sa propre culpabilité sur le personnage de Peter en le façonnant à son image. Je vous parlais précédemment de l'adultère, qui était très étrangement écarté du récit. Je pense que Claire trompait Harry et qu'il n'arrive pas à l'admettre, ce qui explique sa virulence lorsque quelqu'un ose émettre cette hypothèse. Regardez bien son expression au moment où elle découvre qu'elle est enceinte. On peut lire très clairement sur son visage « Tu n'es pas le père ». Ah mais regardez, qui fait cette tête en apprenant qu'elle va avoir un enfant? À part Véronique Courgeot. Comme on va le voir dans les deux scènes suivantes, l'importance exacerbée que portent Harry et Peter à l'éthique et au respect des valeurs morales explique probablement comment cette infidélité a pu le pousser au meurtre. Mr. Craven, you're under arrest for theft under. What's gonna happen to us? I don't know, ma'am. It's not up to me. Corrupt law enforcement is a cancer. It eats at the heart and moral fabric of society. Without law, there is no order. Selon moi, Claire avait une liaison avec le locataire de la maison d'en face, ce qui explique l'obsession d'Harry pour cette dernière. Il y a aussi de fortes chances que ce locataire soit l'agent de la DEA. Découvrant leur liaison, Harry les a assassinés sur leur lieu de rendez-vous et traumatisé par l'événement, il a finalement refoulé ses actes et s'est mis à la recherche d'un nouveau coupable. Alors vous avez peut-être l'impression que je sors tout ça de mon chapeau magique, mais je vous assure qu'il y a quelques indices assez troublants qui m'ont mis sur cette piste. Tout d'abord, une photographie sur son tableau des suspects. Lors d'un panoramique, on peut voir furtivement une photo qui lui ressemble étrangement. Franchement, qui serait assez cinglé pour accrocher une photo de lui-même sur un tableau comme ça? Du coup, j'aime bien y voir un indice caché par le réalisateur afin de mettre le spectateur sur la voie. Ensuite, à 2 reprises, Harry déclare I'm not a murderer. I'm not a murderer. Le contexte et la façon dont il le dit semblent suggérer qu'il essaye de se convaincre lui-même. Pour finir, une des phrases que lui dit un des policiers à l'hôpital est une clé d'interprétation. You can't change what was. What used to be. Ce qui a été fait ne peut être défait, et Harry aura beau essayer de modeler la réalité à son avantage, c'est bien lui qui a tué sa femme. Il a du sang sur les mains, et ça explique l'omniprésence de la couleur rouge aussi bien dans ses visions que sur les murs de l'hôtel. Waouh! Eh ben on peut dire qu'on s'est surpassé. Bon alors je me doute que certains d'entre vous trouveront qu'il y a un peu trop de spéculation dans ces théories, et c'est tout à fait légitime. Mais je vous assure que j'ai essayé de rester le plus pragmatique possible. Et croyez-moi, c'était pas du tout censé se passer comme ça, parce qu'à la base... j'avais pas aimé le film. J'avais choisi de parler de Férix parce qu'il représente un tournant dans la carrière de son réalisateur. Il annonçait déjà les qualités mais surtout les défauts de son cinéma à venir lorsqu'il n'est pas bien cadré. Puis j'ai compris. Honnêtement, je sais pas si on doit la profondeur du film à Hubert Selby Jr. ou à Refn, sûrement un peu des deux,
Mais plus je me suis plongé dedans, et plus je l'ai apprécié, explorant ses différents niveaux de lecture et comprenant que ce que j'avais pris pour des maladresses découlait en fait d'une volonté, celle de plonger le spectateur dans un état obsessionnel proche de celui de son protagoniste. Vous vous souvenez quand je vous disais que le film racontait plusieurs histoires en même temps et qu'elles se superposaient l'une sur l'autre ? La force de l'écriture de Fierix est que toutes ces théories coexistent dans la même histoire sans jamais s'invalider entre elles. Elles sont autant de pistes à suivre, mais impossibles à départager, car elles tiennent toutes parfaitement debout. Par exemple, malgré toutes les théories qu'on a échafaudées, la simple piste du coup monté est toujours valable. Rien ne nous prouve que l'homme qui vient sonner à la porte n'est pas en fait l'agent immobilier appelé quelques instants plus tôt. I was wondering about the place right across from me. Smaller and there's no connection. What would be the address? Ou bien que si Peter choisit la chambre 503, eh bien c'est simplement parce qu'Harry avait donné ce numéro au policier dans le diner. I was wondering, do you have a guest by the name of Harry Kane staying there? Let me check. Yes, he is. Is he in room 503? I'm sorry, sir, I can't give you that information, but I can connect you to his room if you'd like. Comme Harry, il nous est impossible de connaître la vérité car chaque élément possède un sens multiple, à l'image du second titre du film, Inside Job, qui désigne aussi bien les opérations internes menées par l'équipe de Peter que le travail introspectif du héros. C'est rageant, hein ? Pour moi, ce souci du détail fait de Fierix un chef-d'œuvre du genre. Refn va encore plus loin dans sa démarche en tapissant le générique de fin avec les images de vidéosurveillance du centre commercial, nous poussant comme Harry à scruter les vidéos en quête d'un indice qui changerait notre perception de l'affaire. Ce qui se passe d'ailleurs, car si on reste jusqu'au bout, on aperçoit une vidéo du meurtre de Claire filmée dans un angle différent et apportant encore son lot d'incertitudes. A noter que c'est seulement après ces images qu'apparaît pour la première fois à l'écran le titre du film. Un peu comme si Refn essayait de nous dire que désormais nous sommes nous aussi atteints par la peur X, car ce qui nous obsède, c'est ce qui existe en dehors du cadre, mais que le cinéaste décide de ne jamais nous montrer. Une vérité à la fois palpable et inatteignable, comme cette photo désignant clairement le suspect, mais trop floue pour permettre son identification. La seule solution est de se rendre à l'évidence, il manquera toujours une pièce au puzzle, car notre quête, comme celle d'Harry, est impossible. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Alors j'espère que vous partagerez mon enthousiasme sur Fierix, et je pense que c'est la preuve, une nouvelle fois, qu'il est important de laisser une seconde chance à des films qui nous ont pas convaincus en premier lieu, car le temps est un ami précieux, et il est parfois indispensable à la bonne compréhension d'une œuvre. Enfin, sauf pour The Neon Demon, faudrait pas déconner non plus. I hate you motherfuckers. I hate you motherfuckers. I hate you motherfuckers.